Eh bien, bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. C'est la première fois que je suis présenté comme un colibri. En tout cas, on ne pouvait pas me présenter comme un scientifique car je ne suis pas bardé de diplômes. Et je crois peut-être utile, en préambule, de vous dire comment je suis rentré en écologie. C'était en 1968. Vous vous souvenez, certains, les plus anciens, les plus jeunes, il faut qu'ils sachent aussi que ce n'a pas été une année banale que l'année 1968. Alors, je n'étais pas sur les pavés parisiens, je me promenais au bord d'une ria, la Laïta, cette belle ria qui sépare le Finistère du Morbihan, dans un lieu magnifique que beaucoup d'entre vous connaissent, le site Saint-Maurice. Et là, mon attention a été attirée par, non pas par des chants d'oiseaux, mais par des cris. C'était des goélands et des mouettes qui se disputaient les restes de saumon qui avaient dévalé de l'amont de l'estuaire à Quimperlé, morts, et qui venaient s'échouer sur des bancs de vase, et les goélands, les mouettes et les corbeaux se disputaient les restes. Quand j'ai vu ça, je me suis souvenu d'un seul coup que si ces poissons mouraient, c'est parce qu'à l'amont, il y avait une papeterie. Et cette papeterie, pour fabriquer au meilleur prix un produit indispensable à l'humanité, du papier à cigarette, n'hésitait pas à rejeter tous ces effluents sans épuration directement dans le cours d'eau. Je me suis dit que quelque chose était brisé dans l'ordre de la vie et qu'on ne pouvait pas demeurer indifférent. Et donc j'ai pris ma plume, je ne sais pas si c'est un colibri qui écrit bien, mais j'ai pris ma plume, je l'ai trempée dans du vitriol, j'ai fait un papier qui est paru dans les journaux, et bien des collègues qui éprouvaient les mêmes sentiments que moi devant le saccage de nos rivières par les industries à l'époque, qui rejetaient, comme les villes d'ailleurs, souvent sans épuration, directement dans les cours d'eau. Et nous nous sommes rencontrés et nous avons décidé de créer une association. Et c'est comme ça qu'est née, à l'origine, l'association pour la protection des saumons en Bretagne. Et très très vite, nous avons essayé de faire comprendre que pour nous, sauver les saumons, c'était protéger l'homme. Et nous avons, 10 ans plus tard, en 1979, donc on a changé de titre et on est devenu Eaux et Rivières de Bretagne. Et nous sommes ce soir, c'est le hasard, 2 anciens présidents, Henri Girard et moi-même, qui avons porté cette association, une ONG aujourd'hui reconnue, et qui s'honore d'avoir remporté un des premiers combats contre Monsanto, en dénonçant la publicité abusive et mensongère que vous avez tous vu à la télévision il y a quelques années, où on voyait un petit chien qui se régalait d'un os déterré sous la pelouse qui avait été au préalable aspergé de Roundup. Et le tribunal de Rennes a considéré que c'était une publicité mensongère. La firme Monsanto, avec la puissance financière qui est la sienne, a contesté le jugement. La cour d'appel de Lyon a jugé et a confirmé le jugement. Donc nous avons contribué à faire cesser une publicité mensongère. Donc vous voyez, de la pollution à des faits de société, et donc voilà qui a permis et qui nous a conduit à rentrer en écologie comme d'autres rentrent en politique ou en religion. Voilà, je me devais peut-être de vous dire ça. Alors je ne sais pas si vous garderez le surnom de colibri ou peut-être de Martin Pêcheur, mieux adapté aux rivières. Ce soir, le thème que nous avons retenu, et je remercie d'ailleurs, j'ai oublié de le faire, mes hôtes, pour la gentillesse de leur accueil et toutes leurs attentions.
Ce soir, donc, le thème, vous l'avez au tableau, une nouvelle ère, l'anthropocène. Voilà un mot qui a commencé à faire éruption dans notre vocabulaire. Soyez gentils de vous lever la main, tous ceux qui ont déjà rencontré cette expression. Voilà. Et ceux qui n'ont pas rencontré, ah, ça vaut la peine donc de s'arrêter un instant sur le mot anthropocène. Donc, on va faire un petit peu d'histoire. Vous voyez, l'écologie conduit à tout. Vous savez tous que la vie sur Terre est apparue il y a des milliards d'années et que la vie n'a cessé d'évoluer sous l'effet de dynamisme, de son dynamisme propre, sous l'effet des combinaisons, sous l'effet des radiations, sous l'effet des effets telluriques, etc. Et il y a eu, depuis que la vie est apparue, il y a quelques milliards d'années, une succession d'ères qualifiées par les scientifiques, le précambrien, le primaire, le secondaire, le tertiaire, et également donc des ères qu'on a appelées l'Éocène, le Pléistocène, le Miocène. Vous avez tous entendu parler de ça un jour ou l'autre. Et voilà qu'aujourd'hui, une nouvelle apparition, ça date d'une vingtaine d'années, une trentaine d'années, un mot est apparu, nous serions rentrés en anthropocène. Alors je vais faire un raccourci un petit peu trivial peut-être. Anthropophage, vous savez tous ce que ça veut dire, un humain qui dévore un autre humain. Eh bien l'anthropocène signifie qu'aujourd'hui l'humanité dévore sa propre mère, sa matrie, la terre, notre matrie commune. Hein, j'aime bien la notion de matrie. C'est plus fort que la notion de patrie. Edgar Morin est très attentif aux mots et il nous dit que la notion de patrie nous a servi à nous structurer dans l'histoire de l'humanité, l'histoire d'une patrie, contre, malheureusement, souvent, contre la patrie d'à côté. La patrie de la rive droite du Rhin contre la patrie de la rive gauche. Et Edgar Morin préfère la notion de matrie. Nous sommes tous, à ses yeux et aux yeux de beaucoup de spécialistes, les fils et les filles d'une même mère, d'une même matrie, la terre-mère. Ce sont des concepts qu'on voit de plus en plus traités dans la presse et dans les livres. Donc, des scientifiques, de plus en plus nombreux, se rallient à cette idée que nous serions rentrés dans une nouvelle ère, l'anthropocène. Qu'est-ce qu'elle a de différent? C'est que cette fois-ci, ce ne sont plus les forces naturelles qui conduisent l'évolution des espèces et l'adaptation des espèces à leur milieu, c'est sous l'effet des actions de l'homme. L'homme moderne dispose de moyens technoscientifiques comme jamais il n'en a possédé, et qu'avec la mise en œuvre de ces moyens technologiques contribue à modifier les grands équilibres sur lesquels reposait la vie. Grande différence, ce ne sont plus donc les forces naturelles mises en œuvre par la vie, par la nature, par le cosmos, mais cette fois, c'est du fait de l'action directe de l'homme. Et la grande différence, c'est qu'autrefois, dans les temps anciens, dans les ères anciennes, les processus d'évolution s'échelonnaient sur des millions d'années, tandis qu'actuellement, les phénomènes sont de plus en plus rapides, très très vite, ça se chiffre en dizaines ou en siècles, ce n'est rien à l'échelle du temps. Et à partir de là, les espèces n'ont plus le temps de s'adapter. Et les scientifiques, donc de plus en plus nombreux, prédisent qu'à partir de ces comportements, nous risquons les catastrophes. Alors on va faire un petit peu, si vous voulez, ce que je vous ai dit là, je pense que vous le savez tous, on va faire un petit peu d'histoire. C'est sans doute la vocation que j'ai manquée, j'aurais dû être prof d'histoire. On ne peut pas être sur tous les fronts. On va faire donc un peu d'histoire pour éclairer l'avenir. 1945-1975. Pour la plupart de ceux qui sont ici ce soir, c'est une période que nous avons connue. Les plus jeunes, il faut qu'ils sachent
que nous étions au début, lorsque nous étions ados, au début de notre vie d'adulte, nous étions en plein cœur de ce qu'on appelait la société de consommation, parfaitement illustrée par les propos d'un écrivain, François de Closette, toujours plus. La société de consommation, toujours plus, consomme, consomme, et le bonheur est au bout de la consommation. Mai 68 a été déjà une première esquisse de révolte et d'opposition à cette folie consumériste. Donc le monde, toujours plus, on a considéré la planète comme un gisement, comme une carrière toute juste bonne à exploiter. Et il y a eu quelques livres à l'époque, La planète au pillage, de Fesfield Osborne. C'est une expression qui est très forte. Nous avons considéré que la Terre était une carrière bonne à exploiter, non pas à cultiver. Parce que vous savez, les mots ne sont pas neutres. Entre cultiver la Terre, cultiver la nature et l'exploiter, il y a des différences fondamentales. Je crois que les mots sont très importants. Quand on cultive, on le fait avec respect, avec amour. Quand on exploite, on le fait dans une perspective de rentabilité à court terme, sans souci des lendemains. Donc les mots, vous savez, ont leur prix. Il y a donc eu cette période de folie consumériste qui se poursuit encore aujourd'hui. Je vous rappelle, le premier hypermarché, l'un des symboles de cette société de consommation, 1957 à Sainte-Geneviève-des-Bois dans la région parisienne. Le premier hypermarché. Mais en 1969, il se passe quelque chose. Peut-être que ça n'a pas été bien perçu sur le moment. Ce sont les vols Apollo, les vols Sputnik, les vols Apollo, les vols américains. Et voilà que dans l'espace, les cosmonautes découvrent la Terre, ils la voient comme jamais l'œil humain ne l'a vue. Ils la voient toute petite, ils la voient toute fragile, et ils prennent conscience, devant sa fragilité apparente, vue de l'espace, que cette oasis de vie est fragile et menacée. Et à partir de là, une prise de conscience s'amorce. On ne voit plus la Terre comme on la voyait par le passé. Et en 1970, j'ai retrouvé un texte extraordinaire, un texte prononcé, c'est un discours du président Pompidou. Je vous avoue qu'à l'époque, je n'avais pas une admiration sans borne pour le président Pompidou, mais quand j'ai découvert ce texte, je me suis dit qu'il avait été bien inspiré. Ce texte, il l'a prononcé devant une académie scientifique à Chicago, aux États-Unis, 1970. Je vais vous le lire, d'abord parce que je prends plaisir à lire ce texte, et peut-être parce que certains ne peuvent pas très bien lire. C'est donc le président Pompidou qui parle. Enrobé de vapeur, paré des couleurs impressionnistes, la Terre nous est apparue comme un îlot perdu au milieu de l'immensité, mais dont nous savons qu'il est doté de ce privilège fragile et peut-être unique qu'est la vie. Depuis, on n'a pas trouvé trace de vie ailleurs. Ben, vous le savez, aujourd'hui, la Terre, c'est le seul espace sur lequel la vie connue existe, ou l'espace connu où il y a la vie. Quelle vision mieux que celle-là, étrange et pourtant familière, pourrait nous donner conscience de la précarité de notre univers terrestre et des devoirs de solidarité qu'implique la sauvegarde de la maison des hommes. J'allais dire, tout est dit. Voilà que de l'écologie, on se place sur le plan de la solidarité. Et je pense qu'au travers de mon propos, vous m'accorderez que si nous ne retrouvons pas le sens de la solidarité aujourd'hui dans l'espace avec l'ensemble des peuples qui constituent la Terre, tous les fils et les filles d'une même matrie, donc tous frères,
Et avec la solidarité avec les générations futures, nous ne résoudrons pas les problèmes qui se posent à nous. Et à partir de là, un certain nombre de processus vont se mettre en route. Jusqu'à 1972, l'Organisation des Nations Unies, fondée en 1945, après le conflit, Deuxième Guerre mondiale, les Nations Unies sont instituées et créent un certain nombre d'outils pour tenter d'avoir une gouvernance planétaire. On crée l'UNESCO pour la science et la culture. On crée la FAO pour l'alimentation. On crée l'Organisation mondiale de la santé. On crée le BIT, le Bureau international du travail. Vous connaissez tous ces organismes. On crée donc des organismes pour gérer les problèmes qui apparaissent les plus criants à l'époque. Mais les Nations Unies, à l'époque, ne constituent aucun outil, aucun organisme pour gérer la maison commune, pour gérer la Terre. Le problème écologique n'est pas encore posé. Et il a fallu attendre 1972 pour qu'il y ait eu le choc pétrolier, rappelez-vous, il y a eu le Club de Rome, pour les plus anciens se rappellent de toutes ces expressions, et là quand même une conscience de problèmes planétaires commence à apparaître. Et c'est sous l'impulsion d'un Français absolument méconnu chez nous. Qui, parmi vous, a eu l'occasion de lire René Dubos? Vous levez la main. Ce n'est pas pour vous mettre dans l'embarras, mais je suis effrayé quand je constate comment des gens comme lui, qui étaient comme René Dumont, vous vous souvenez de Dumont, avec son verre d'eau à la télé? Eh bien, comme Dumont, il était agronome. Ils étaient de la même génération. Agronomes, ils avaient de la terre à leurs sabots. C'est sans doute pour ça qu'ils avaient aussi une grande sensibilité aux problèmes d'écologie et d'environnement. Et Dubos, qui non seulement était agronome, mais il était aussi spécialiste en médecine, et il est l'un des découvreurs de la pénicilline. Et il aurait dû avoir le prix Nobel, mais ce n'est pas lui qui l'a eu. Vous chercherez dans votre ordinateur, dans vos bouquins, René Dubos. Et René Dubos a inspiré le secrétaire général des Nations Unies de l'époque. Il vivait aux États-Unis. Et il l'a conduit à organiser le premier sommet de la Terre à Stockholm. Sommet de la Terre. Depuis, il y en a eu plusieurs. Et on va y arriver tout à l'heure. Il y a eu le grand sommet de Rio en 1992. Ça, on s'en rappelle tous. Mais s'il y a eu Rio en 92, c'était pour marquer les 20 ans de Stockholm. Alors à Stockholm, c'est la première fois que les Nations Unies allaient ensemble se poser la question comment gérer notre maison commune, comment gérer la Terre. Et Dubos, qui a inspiré tout ce rassemblement, a proposé une théorie que vous allez retenir, c'est la théorie des 5 E. E comme économie. Nous sommes, c'est vrai, dans un monde où l'économie s'impose. Et on ne peut pas imaginer gérer la planète sans être attentif au mode de développement économique. On en a besoin de l'économie pour se nourrir, pour se vêtir, pour, etc. Je ne veux pas insister. Et cette économie moderne, elle est à haut profil énergétique. Elle exige beaucoup d'énergie. Donc le deuxième E. Mais Dubos, oui, mais elle doit se mettre en œuvre sans oublier les règles de l'écologie. Jusqu'à là, tout se tient. En tout cas, tout est, j'allais dire, selon les critères généraux appliqués de l'époque. Mais voilà que le trait de génie, à mon avis, de Dubos, c'est de dire, mais l'homme, l'humanité n'a pas seulement besoin d'économie et d'écologie et d'équilibre, l'humanité a aussi besoin de beauté. Rappelez-vous Dostoïevski disant « La beauté sauvera le monde ». L'homme ne peut pas vivre sans harmonie, sans paix, sans bonheur simple, et la nature nous les apporte gratuitement. Elle n'est pas encore tout à fait dans la société de consommation
et dans la société de l'argent. Et donc, il va introduire cette notion d'esthétique. C'est osé, et c'est beau, l'esthétique. Et bien sûr, pour pouvoir mettre en synergie, pour pouvoir actionner les choses en tenant compte de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et de l'esthétique, c'est-à-dire des 4 premiers E, eh bien, il faut une éthique, une morale du développement. N'ayons pas peur des mots. Ce ne sont pas seulement des techniques. Ici, on est sur le plan de l'éthique, on est sur le plan de la morale, on est sur le plan du spirituel. Mais on n'ose pas le dire, parce que ça fait ringard. Mais moi, je le pense. Donc, je vous le dis. Alors, on a tous connu, ou en tout cas les plus anciens, la pollution de l'eau, les marées noires, rappelez-vous, le Torrey Canyon et la Moco Cadiz, les marées vertes, Henri Girard pourrait en parler longuement, la mort des forêts. Et rappelez-vous, la mort des forêts a été un choc pour les peuples d'Europe centrale. Waldsterbe, la mort de l'arbre, et l'arbre qui tient un si grand rôle dans l'imaginaire germanique, a servi la mort des arbres, la mort des forêts, de révélateur, comme pour nous la pollution de nos rivières, de nos sources et de la mer. Et d'où la conscience écologique verte. Les Grünen en Allemagne sont nés de la mort des forêts, comme Eau et Rivière est née de la mort de nos rivières. Et puis donc, à côté de ces pollutions, j'allais dire, biologiques, il y a eu les grandes catastrophes techniques. Je ne vais pas toutes les rappeler, mais Minamata, Seveso, Bhopal, Bhal. Minamata, vous avez tous entendu parler de Minamata? Oui? Un petit mot? C'est une baie du Japon. Et voilà que dans cette région de Minamata, le corps médical, dans les années 60-70, le corps médical découvre qu'il y avait de plus en plus de mamans qui donnaient naissance à des enfants monstrueux, déformés. On prend petit à petit conscience que le nombre ne cesse de croître. Et on met en place des études épidémiologiques avec le temps qu'il faut pour obtenir des résultats. Et on s'aperçoit que cette épidémie, si on peut l'appeler comme ça, de malformation congénitale est due au fait que dans cette région, on consomme beaucoup de thon, beaucoup de poissons. Or, à Minamata, il y a une usine qui utilise des sels de plomb dans les processus de fabrication. Et on déverse donc un effluent aux normes, eh oui, aux normes, qu'on croyait bonnes et qu'on croyait justes. L'usine n'était pas forcément en infraction, mais les normes ne correspondaient pas aux exigences du vivant. Et le mercure déversé en faible quantité par mètre cube, mais toute l'année dans l'eau, eh bien, lorsqu'il y avait une partie par dizaine de millions d'eau de mercure, ce mercure se fixait à la première cellule du vivant. Il y a des spécialistes de ces questions dans la salle. Les premières cellules, le phytoplancton, concentrait par 10 ou par 100 le mercure qui était dans l'eau. Ce phytoplancton, à son tour, était mangé par le zooplancton. Et à son tour, ça concentrait par 10, par 100, par 1000. Le zooplancton était mangé par les crevettes, lesquelles crevettes étaient mangées par les sprates, par les lançons, qui étaient mangés par les maquereaux, qui servaient aussi de nourriture au thon, de telle sorte que de palier en palier, la quantité de mercure concentrée dans les tissus devenait considérable et ça se concentrait encore dans le fœtus. Il y a eu à cette époque également un livre extraordinaire, Le printemps silencieux, d'une biologiste américaine, Rachel Carson, qu'il faut encore lire parce qu'elle a mis en évidence toutes ces pollutions par les produits chimiques qui étaient totalement sous-estimés à l'époque. Et il y a eu donc cette catastrophe dont vous n'avez pas perdu le souvenir, de Tchernobyl. Dans la décennie 70, dans les 2 décennies 70-90, on a vu également
l'érosion des sols. Je vous montrerai tout à l'heure une photo prise en Bretagne. Depuis les années 70, j'ai fait des centaines, des milliers de photos de champs qui se dérobent sous l'eau quand il pleut parce qu'ils sont cultivés dans le sens de la pente. Il y a en Bretagne un extraordinaire phénomène d'érosion des sols dû aux méthodes agraires, dû à certaines techniques inappropriées pour des sols en pente et des sols fragiles. Et l'érosion des sols est un sujet tabou en Bretagne. Il faudra bien un jour qu'on en parle pour repenser des modes d'agriculture. Érosion de la biodiversité, vous savez tous ce problème-là. 30% des oiseaux, les insectes, les batraciens, chaque jour apportent son lot de révélations sur la disparition. Quand nous étions gamins, les grillons ont enchanté notre route vers l'école. Le soir, quand on se promenait, les vers luisants jalonnaient notre route, etc., etc. On a tous ces souvenirs et on est tous aujourd'hui capables de mesurer dans notre vie de tous les jours cette disparition du vivant. Donc, érosion des sols, érosion de la biodiversité, progression des déserts, effet de serre, modification du climat. Vous avez tous entendu, je n'insiste pas trop. Vous avez peut-être vu le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange, et il montre l'élévation continue de la température de la planète. Je n'ai pas besoin d'insister là-dessus. Et 1992, donc j'avais dit qu'on faisait un petit peu d'histoire, 1992, Rio. S'il y a eu Rio, c'était pour marquer les 20 ans de Stockholm. Et à Rio, il y a eu 2 ou 3 choses importantes à dire. À Stockholm, il y avait 50 chefs d'État et de gouvernement. On ne pouvait pas parler d'un sommet de la Terre. À Rio, la prise de conscience s'est opérée. 180 chefs d'État et de gouvernement, pratiquement, je crois qu'il y a 205 ou 206 pays aujourd'hui, donc pratiquement tous les États de la planète étaient représentés à Rio. Et là, ils ont considéré que c'était le premier sommet de la Terre. Et probablement que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, dans leurs livres d'histoire, l'une des dates les plus importantes du XXe siècle, ils la considéreront comme 1992. Et ces chefs de gouvernement trouvent eux-mêmes l'expression, elle est lourde de signification, nous sommes au chevet de la Terre. Et à cette époque, d'ailleurs, Gorbatchev, qui avait connu Tchernobyl, a sorti lui aussi un livre qui mérite d'être lu. Lisez-le. Mon testament pour la Terre. Et lui, qui avait cru en la force des soviets de tout dominer, a été obligé de se rendre à l'évidence. Il fallait faire preuve un peu d'humilité. Et là, donc, l'expression au chevet de la planète. Quand on a conscience d'aller au chevet de quelqu'un, on a conscience, effectivement, des menaces qui pèsent sur sa vie même. Donc les mots ne sont pas neutres. Et là, il a été décidé de mettre en œuvre les 27 principes d'un autre type de développement. Alors en France, on a beaucoup parlé de développement durable. C'est une expression épouvantable. J'ai fait un livre, je ne l'ai pas là ce soir, il est épuisé, intitulé « Pourvu que ça dure ». Pourvu que ça dure. Mais ça ne peut pas durer selon le système actuel. Et donc, il propose un développement soutenable. Et comment se fait-il qu'en France, dans la langue française, on ait traduit le mot « sustainable », l'anglais est la langue des Nations Unies, c'était « the sustainable development ». Comment se fait-il qu'on ait traduit « soutenable » par « durable » ? Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a des choses qui sont durables et qui sont insoutenables. L'aggravation des inégalités, par exemple. Vous êtes bien d'accord avec moi? Les mots ne sont pas neutres. Comment se fait-il que nos politiques et nos technocrates soient tombés dans ce travers qui les amenait à magnifier encore le développement en le qualifiant de durable? Et pour pouvoir mettre en œuvre ce développement soutenable, les Nations Unies ont proposé 27 principes.
un catalogue de 27 principes, qui ne sont pas des principes pieux, qui sont une véritable articulation politique, comment se développer sans détruire la planète et sans aggraver les inégalités. Parce que le 5e des 27 principes précise que le développement doit se traduire par un partage équitable des richesses. Eh bien, depuis, les inégalités n'ont fait que croître. 27 principes. Alors, je vais encore vous poser une question. Ce n'est pas pour vous déranger, c'est pour qu'on prenne conscience ensemble de ce qui ne va pas dans notre beau pays. Je l'aime, mon pays, mais je vois bien. Qui a eu l'occasion de lire les 27 principes qui, selon les Nations Unies, devaient fonder un nouveau type de développement? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Eh bien, vous irez, tout le monde tape sur son ordinateur, vous chercherez Sommet de Rio, 27 principes du développement, et vous verrez que là, l'humanité s'était donné une feuille de route. Et comment se fait-il qu'en France, tous nos diplomates, tous nos spécialistes qui sont allés à Rio ne nous aient pas ramené cela? Et si nous, nos citoyens, nous ne nous organisons pas pour pouvoir faire cette pédagogie, qui la fera? C'est tout ça les questions qui se posent à nous aujourd'hui. Donc je vous invite à fouiller un petit peu et d'aller retrouver ces choses dans votre ordinateur. Vous savez aussi que quelque chose s'est passé, les prix Nobel de la paix, le prix Nobel de la paix décerné à un spécialiste de l'information sur le climat. Prix Nobel de la paix. C'est bien prendre conscience qu'il n'y aura pas de paix sur la Terre si on continue d'exploiter les ressources comme on les exploite dans un système de concurrence effréné. Je ne vais pas développer, je suis sûr que tout le monde comprend. L'accès à l'eau, l'accès à la mer, aux richesses maritimes, que ce soit piscicole ou autres richesses de la mer, si il n'y a pas d'autre principe que cette concurrence effrénée, ce sera la guerre entre les hommes avec toutes les conséquences. Donc c'est sur ce fond-là, sur ce fond que je viens de décrire très rapidement, je regarde quelle heure il est, qu'on voit apparaître un nouveau concept, la théorie Gaïa. Alors j'ai fait un livre, deux livres sur Gaïa. Gaïa, vous savez, ceux qui font des mots croisés la découvrent, déesse de la terre avec G, chez les Grecs. La terre-mère, la déesse-mère. Et voilà qu'un certain nombre de penseurs, de philosophes, d'écologues considèrent que la Terre doit être vue comme une entité vivante. La Terre n'est pas un conglomérat de roches, d'eau, d'énergie, etc. Ce n'est pas un milieu neutre, c'est un organisme vivant qui obéit à ses propres lois, y compris des lois d'homéostasie, etc., etc. La Terre vit comme un être vivant. Et si on touche au mécanisme de la vie, c'est l'ensemble qui se dérègle. C'est nouveau. On ne voit plus la Terre comme un gisement, mais comme un être. Vous voyez la différence? Elle va être considérable, parce que peu à peu, les gens vont de mieux en mieux comprendre ces choses. Elle obéit à des lois infiniment complexes qui déterminent son évolution naturelle depuis que la vie a fait son apparition. Mais ce processus naturel d'évolution est bouleversé donc par la société industrielle. 7, 8, 9, on parle de 10, 11 milliards, on sait que ça va se ralentir, la progression de la population, mais quand même, imaginez que 11 milliards d'habitants puissent exploiter la nature comme l'exploitent les 7 milliards que nous sommes aujourd'hui, c'est le désastre assuré. Et la répétition des phénomènes climatiques est là pour nous éclairer un petit peu. Alors je vous parlais de l'érosion. Regardez ce champ. C'est un champ que je suis depuis 25 ans, je le prends en photo tous les ans. J'ai même fait venir à la télévision, TF1 est venu, ça a été présenté au journal de 20 heures. Dès qu'il pleut, ce champ,
qui a été rémembré, mais qui est cultivé dans le sens de la pente, ce que les paysans d'autrefois ne faisaient jamais. Non pas par souci écologique, mais parce qu'avec les chevaux, on ne pouvait pas remonter la pente. Donc on suivait les courbes de niveau. Vous comprenez? C'est tout simple. Tandis que quand on a un tracteur de 500 chevaux, hein, à l'aise pour monter les pentes. Mais quand il pleut, après des sécheresses comme celle qu'on vient d'avoir, chaque sillon devient une rigole qui draine vers le bas du champ des quantités de terre. L'INRA a fait un certain nombre d'études. Certains champs perdent 20-25 tonnes de terre arable chaque année à l'hectare. Est-ce que c'est durable? Qu'est-ce qu'il aura l'arrière-petit-fils à cultiver demain? Il ne faut pas s'étonner que nos estuaires deviennent tout troubles, tout vaseux, et que les pilotes de l'NBWay, avec un peu de bon sens, quand ils survolent la côte avec l'estuaire du Scorff, du Blavet et de la Laïta dont j'ai parlé, ils voient un immense cercle de sédiments envahir la mer. Et ils ont baptisé ça l'ouedification des rivières bretonnes. C'était bien trouvé. C'est bien trouvé. Et les estuaires, qui sont les nurseries de la mer, sont évidemment très fortement impactés par cet amas de terre qui contient souvent des pesticides, etc., et des engrais. Tous ces processus-là, nous ne les maîtrisons pas, nous les subissons, et il n'y a pas de véritable prise de conscience là-dessus. Alors maintenant, il y a aussi les pollutions propres. Regardez comment la ville de Codan, il y a une dizaine d'années, traitait le petit ruisseau qui traverse le bourg et qui se jette dans la rade de l'Orient, donc dans l'estuaire du Blavet et du Scorff, avec des produits chimiques. Vous imaginez bien que des produits chimiques capables d'éradiquer à ce point toute la flore rivulaire, les calitriches, les renoncules, les nénuphars, tout ça a disparu. Vous imaginez que quand ce produit chimique arrive dans l'estuaire, le phytoplancton dont je parlais tout à l'heure, mais qui a vu mourir du phytoplancton? C'est invisible à nos yeux, et pourtant c'est la chaîne de vie. Voilà la pollution propre. Tout ça nous interpelle, évidemment, et vous êtes interpellés comme je l'ai été. Alors, on va maintenant changer un petit peu de registre pour arriver vers la fin de mon exposé et engager un débat avec vous. Toute atteinte à la nature, à la terre, doit être considérée comme une atteinte à l'homme, à l'humanité. Il faut prendre en compte tous les phénomènes, les effets de serre, les effets de synergie, les effets de rétroaction. Je vais juste insister un tout petit instant peut-être sur les effets de rétroaction. Alors voilà des pollutions qui s'ajoutent les unes aux autres. Le gaz carbonique, le méthane, vont interférer sur la température de la planète. Alors vous savez tous que sous l'effet donc du gaz carbonique et du méthane, la température se réchauffe. La température se réchauffant, les banquises fondent. Les neiges éternelles se réduisent. Et le soleil, qui continue d'éclairer et nous apporter ses rayons bienfaisants, eh bien, ces rayons sont absorbés beaucoup plus par l'eau qu'ils ne l'étaient par le manteau de neige. Tout le monde sait ça, que le blanc renvoie une partie du rayonnement dans l'atmosphère. À partir du moment où la banquise a fondu, où les neiges sont réduites, la température augmente. Et en particulier, on voit aujourd'hui, sur des surfaces tout à fait considérables, de Sibérie, du Groenland, de l'Alaska, on voit ces terres qu'on appelle le permafrost, qui étaient gelées jusqu'à là une grande partie de l'année, sur d'immenses surfaces et sur de grandes profondeurs. Eh bien, le permafrost
à son tour, dégèle. Et le permafrost qui dégèle, sur de plus grandes surfaces, sur une grande profondeur et pendant une durée beaucoup plus longue, le permafrost libère du méthane. Or, sachez-le, si vous ne l'aviez pas enregistré, le méthane est un gaz 24 fois plus impactant que le gaz carbonique sur le réchauffement climatique. Avec ce seul exemple d'effet de synergie, de rétroaction, on voit bien, si vous voulez, que les choses risquent de s'emballer actuellement. Et c'est ce que craignent les scientifiques qui s'attachent à ces problèmes. Et vous avez là une vue du permafrost qui est en train de dégeler. C'est pris, je crois que c'est en Sibérie, cela. Alors voilà, nous sommes face à la nouvelle responsabilité des hommes qui mettent en œuvre des processus qu'on ne maîtrise pas totalement. Alors, on fait un petit retour à l'école presque primaire, on a appris ça à l'école primaire. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On aimait bien dire ça. Et on a philosophé là-dessus. Mais je crois qu'on pourrait dire aujourd'hui, technoscience sans conscience menace la planète et l'humanité tout entière. Menace la Terre, l'unique demeure des hommes. Il n'y a pas de planète de rechange, il n'y a pas de plan B. Et donc la Terre, il faut la considérer comme entre nos mains. Personne d'autre ne viendra la sauver ni la protéger. Protéger la nature, parce que les atteintes et le gaspillage dont elle est l'objet nous interpellent finalement sur les pires pollutions qui soient. Et là, je vais étonner, Henri, tu me pardonneras, ce n'est pas le nitrate la pire des choses, ce n'est pas les pesticides, ce n'est pas les métaux lourds, c'est peut-être les radionucléides, mais c'est surtout les pires pollutions. Elles sont là et là. L'une s'appelle l'indifférence. Après nous, le déluge, a dit quelqu'un. Je vous laisse chercher dans vos livres d'histoire. Après nous, le déluge. Voilà qui conduit à l'indifférence. Et la deuxième pollution, elle est encore peut-être plus triste. C'est la résignation. On n'y peut rien. On n'y peut rien, c'est le progrès. Combien de fois n'a-t-on pas entendu ça? On n'y peut rien, c'était aussi la devise d'une dame qui régnait outre-Manche, il n'y a pas très longtemps. Vous voyez de qui je veux parler? la dame de fer. Mais la dame de fer, elle avait un autre surnom. Qui se rappelle l'autre surnom de la dame de fer? Allez lever la main. Ceux qui connaissent le deuxième surnom de Madame Margaret. On l'appelait en Angleterre Tina. T-I-N-A. Et pourquoi l'appelait-on ainsi? Parce qu'elle avait l'habitude de dire à tous les gens, ses amis politiques et ses adversaires, qui lui disaient « Mais enfin, Madame le Premier ministre, on ne peut pas tout confier à l'argent, on ne peut pas tout confier à la bourse, on ne peut pas tout confier à la City. L'école, la santé, la sécurité, l'armée, tout ça, ça doit échapper aux lois du marché. Il faut que l'État continue de s'en occuper. » Et Margaret Thatcher, qui a une foi aveugle dans le néolibéralisme, avait l'habitude de répondre « Aux lois de l'argent, there is no alternative. » Voilà. Et effectivement, si nous considérons qu'aux lois néolibérales de l'exploitation forcenée de la planète pour des raisons de profit, si on considère qu'on ne peut pas agir, eh bien on se résigne. Donc le combat de demain va être un combat contre l'indifférence et contre la résignation. On n'invente rien. J'ai fait le guide touristique une petite partie de ma vie. Et dans les églises romanes,
J'ai souvent vu des statues comme celle-ci, où on voit un singe qui se cache les yeux, ne rien voir, qui se bouche les oreilles, ne rien entendre, qui se masque la bouche, ne rien dire. Vous en connaissez plein, n'est-ce pas? Continuons de consommer et taisons-nous. L'artiste du Moyen-Âge, en représentant le singe comme cela, ne voulant ni voir, ni entendre, ni réagir, il voulait symboliser une sous-humanité qui avait perdu sa dignité. Eh bien, à nous aussi de combattre ces pollutions que sont l'indifférence et la résignation. Donc, on se trouve face à la nécessité de se référer à de nouvelles éthiques de la responsabilité qui soient à la hauteur de la technoscience. Et il y a un certain nombre de chercheurs, un certain nombre de philosophes, où on voit des gens, je vous en lis quelques-uns, mais ce n'est pas exhaustif, Ernst Bloch, Jacques Blondel, Jacques Ellul, qui a été un des grands penseurs français sur la technologie, la technique ou l'enjeu du siècle. Jean-Claude Guilbault, Stéphane Hessel, Albert Jacquard, Hans Jonas, Hubert Reeve, Michel Serres, Edgar Morin, Jean-Marie Pelt, qui nous a quittés il y a 2 ans et qui était un ami, Pierre Rabhi, dont on a parlé tout à l'heure, à bon escient. Je vous envoie vers ce livre de Jacques Blondel, L'archipel de la vie, essai sur la diversité biologique et une éthique de sa pratique. Tous ceux qui sont vraiment sensibles à ces questions, vous trouverez là des choses merveilleuses. Et voilà que ce sont des biologistes, parce que Blondel est un biologiste, qui nous proposent de sauver la planète, mais à partir du moment où on sera capable de la penser comme un espace de solidarité. Et c'est sur ce mot solidarité que je voudrais terminer mon propos. La solidarité, aujourd'hui, il va nous falloir la décliner à 3 niveaux. Solidarité dans l'espace avec tous les hommes, puisque tous issus d'une même matrice, la Terre. À partir du moment où sur cette matrice, on est tous frères et sœurs, ça ne devrait pas être si difficile que ça d'aboutir, d'épanouir ce principe de fraternité. Solidarité par la fraternité. Mais il faut aller plus loin. Rappelez-vous cette belle phrase de Saint-Exupéry, « Nous n'héritons pas de la terre, nous l'empruntons à nos enfants. » Quelle terre laisserons-nous à nos enfants? C'est ce livre de Barry Commoner, un Américain. Quelle terre laisserons-nous? Il est toujours édité. Quelle terre laisserons-nous à nos enfants? Voilà une question à laquelle aucun homme, aucune femme, j'allais dire digne de l'humanité, ne peut se soustraire. Qu'est-ce qu'on va laisser vraiment en héritage? Et si on est conscient de nos responsabilités, on doit mettre en œuvre un principe qui fait rigoler tellement de politiques et tellement d'affairistes, le principe de précaution. Il fait ricaner nos adversaires. Et c'est ce principe-là, pourtant, qui est à la base du comportement que nous devons avoir si on veut tenir compte des générations futures. Ne rien faire qu'on ne soit capable de maîtriser. Et cette solidarité aujourd'hui, alors ça peut paraître aujourd'hui encore un peu prématuré, solidarité avec l'ensemble du vivant. On partage une communauté de destin avec l'abeille, avec le papillon, avec le ver de terre. Si les abeilles disparaissent, si les vers de terre disparaissent, quelque chose de fondamental est brisé dans l'ordre de la vie. Et il est bon de rappeler, l'abeille, tout le monde comprend, 30% ou 33% de la nourriture totale de l'humanité dépend des insectes pollinisateurs. Mais le ver de terre, cette bestiole, c'est comme ça qu'on la qualifie, n'est-ce pas? Les gens, la plupart des gens ne savent pas. Tiens, je vous pose la question. Quel est le poids des vers de terre dans un champ de 1 hectare en bonne santé? Je dis bien un champ de 1 hectare, 100 mètres sur 100 mètres.
un champ en bonne santé. Alors monsieur a donné la réponse, 2 tonnes. 2 tonnes. Autant que le poids des bêtes qu'il est capable de nourrir. La biomasse en surface est équivalente à la biomasse des vers de terre en sous-sol. Et faites un peu le calcul, vous allez trouver ces chiffres très facilement. Quel est le volume de terre digéré par les vers en une année? Je ne vous donnerai pas les chiffres, je vous laisse aller les chercher, vous allez avoir du plaisir à découvrir tout ça, je vous assure. Et vous vous direz que, vous saurez que la terre qui est excrétée par le ver de terre a des propriétés infiniment plus favorables pour les plantes que la terre qui est ingérée. Le ver de terre, quand il consomme la terre, il la transforme, il la modifie, il l'améliore et il la rend bien plus nutritive pour les plantes. Donc c'est favorable. Vous penserez aussi au nombre aux milliers, je dis bien, de mètres, aux centaines, aux kilomètres, aux multiples kilomètres de galeries, de micro-galeries creusées par les vers de terre. Ces micro-galeries qui permettent à l'oxygène de venir dans le sous-sol, alimenter toute la vie bactérienne. Sans oxygène, les bactéries ne fonctionnent pas. Donc c'est toute la vie microbiologique du sol qui dépend des vers de terre. Et puis c'est l'eau qui percole, qui va féconder la terre, qui va alimenter les nappes phréatiques, qui va éviter les crues, qui va éviter l'érosion et qui donnera l'eau pour les périodes de sécheresse. Tant que nous ne comprendrons pas complètement tous ces mécanismes, nous ne protégerons pas nos sols, nos terres, nous serons à côté de nos responsabilités. Il va falloir revenir à des choses simples et les universités du temps libre, etc., les anciens, il va falloir qu'on explique tout ça à nos enfants, à nos petits-enfants, parce que sinon, ils sont les jouets de propagande, il n'y a pas d'autre mot. Donc, solidarité, j'insiste, dans l'espace, dans le temps, avec l'humanité, mais aussi avec l'ensemble du vivant. Paix sur la terre, c'est-à-dire entre les hommes, mais aussi paix à la terre. L'un ne va pas sans l'autre. La paix à la terre, ça nécessite de la mieux connaître, j'ai parlé des abeilles et des vers de terre, de mieux la respecter, mais aussi de mieux l'admirer. De mieux l'admirer. Et je pense qu'on a tous sur ce plan-là bien des progrès à faire. Je vous livre comme conclusion l'un des propos que je trouve si beau de Julien Gracq. Tant de bras pour transformer la terre et si peu de regards pour la contempler. C'est beau. C'est beau, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des beautés gratuites, capables de nous émerveiller. Peut-être pourrions-nous nous interroger sur le sens de cette beauté. Il y a tellement, tellement de choses qui sont capables de nous émouvoir dans ce monde de consommateurs. Et il faudrait un Victor Hugo pour nous parler de la profondeur de ses regards, de jeunes renardeaux découvrant le monde. Merci de votre écoute. À Sylvie Brunel, que vous connaissez peut-être, qui est une géographe intéressante et qui a écrit un livre sur le développement durable et qui dit que on a pris conscience qu'il y a un problème pour l'humanité avec la planète, mais que les actions qui sont menées sont plutôt, on fait du greenwashing en fait, d'abord à la planète avant de penser à l'inégalité entre les hommes.
Bon, alors on ouvre le débat, c'est bien. Bon, d'abord, je voudrais vous dire une chose que je partage avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis intimement convaincu qu'on ne gagnera pas en exacerbant les peurs. On ne gagnera pas. Ce n'est pas suffisant. C'est vrai qu'il faut en parler de ce qui ne va pas. Et je vous propose aussi de retenir un propos d'un philosophe des sciences, Dominique Bourg, qui enseigne à l'université de Bâle. Et Dominique Bourg a un propos, il dit « Nous ne voulons pas croire ce que nous savons ». Méditons sur cette expression. Elle est très très forte. On se masque, on se voile la face, parce que c'est trop redoutable. Et si on exacerbe les peurs, c'est encore pire. Donc il faut redonner de l'espoir. Et ce soir, je ne le ferai pas parce que je n'ai pas le temps, mais souvent, on me tient le propos que vous me tenez. Et je propose un autre exposé, si un jour vous êtes intéressé dans une association, l'association Nature et Culture dont je m'occupe, on a mis au point un montage qui s'appelle « Voyage au pays du futur ». Il y a aujourd'hui la certitude qu'on peut, dans tous les domaines, changer les manières de produire et de consommer en améliorant le niveau de vie. La FAO a fait faire des études, et je vous envoie aux ouvrages de Olivier de Schutter, qui a été le rapporteur spécial des Nations Unies sur l'alimentation, qui a fait travailler un grand nombre d'universités et d'écoles d'agronomie dans le monde. Et ils arrivent à la conclusion que l'agriculture biologique peut parfaitement nourrir toute la planète. C'est aujourd'hui une certitude. L'agriculture biologique, ce n'est pas le retour au passé, c'est aussi une agriculture très pointue, très performante. Dans tous les domaines. Je vous livre, il y a des ouvrages, 1001 révolutions tranquilles. Écoutez tous les jours à 12h30, Carnet de campagne. Vous écoutez sur France Inter? 12h30, tous les jours, Carnet de campagne. Eh bien, tous les jours, on nous propose des exemples d'initiatives prises par des citoyens qui vont dans le sens de la solidarité, du partage équitable et du respect de la vie. Il y a des milliers et des milliers d'expériences. Allez voir comment un pays comme l'Autriche, qui a refusé en 1987, l'Autriche a refusé le nucléaire. Une centrale nucléaire était achevée par le groupe Siemens aux portes de Vienne. La population autrichienne, avec 51% des voix, a refusé le nucléaire. Cette usine n'a jamais été mise en service. Et aujourd'hui, 3 régions d'Autriche, dont en particulier la Haute-Autriche et le Vorarlberg, sont devenues autonomes en énergie renouvelable. À partir de solutions locales, très décentralisées, faisant appel à toutes les énergies renouvelables possibles. Allez sur le site, je vous indique, Basse-Autriche, allez sur le site du Burgenland, allez sur le site du comment ça s'appelle, excusez-moi, je vais retrouver le nom tout de suite, le Vorarlberg. Allez également sur le site du Danemark et vous verrez comment le Danemark s'est lancé dans les énergies renouvelables et comment ça fonctionne, comment il crée des emplois. Il y a des solutions. Depuis 2 ou 3 jours, on entend parler d'un train Siemens à hydrogène. Il y a une vingtaine d'années, j'ai vu des cars fonctionner à l'hydrogène en Islande. J'ai vu des véhicules fonctionner à l'hydrogène en Allemagne. Comment se fait-il qu'on continue de penser que l'hydrogène, ce n'est pas un vecteur intéressant pour l'énergie? Il y a plein de solutions aujourd'hui, plein de solutions alternatives. Non mais il y a des solutions. Non mais elle est faite avec des énergies renouvelables. Mais je ne confonds pas.
L'hydrogène n'est pas une énergie, c'est un vecteur. Mais bien sûr, mais bon, écoutez, je vous livre une petite expérience. Je suis allé voir dans plusieurs endroits, en particulier en Allemagne. J'ai vu des fermes de haute montagne qui ne recevaient pas de courant électrique et n'étaient pas raccordées à un réseau. Ces gens ont mis des panneaux photovoltaïques sur la toiture. Mais il est évident que la nuit, les piles photovoltaïques ne produisent pas. Ces gens ont installé une éolienne. Il est vrai qu'il y a des jours où il n'y a pas de vent, et s'il n'y a ni vent ni soleil, on n'a pas de production instantanée. Mais les jours où il y a à la fois du soleil et du vent, ils ont pléthore de courant. À ce moment-là, après avoir détourné une petite partie du ruisseau qui passe à côté, l'eau du ruisseau est électrolysée, on stocke d'un côté l'hydrogène, on rejette l'oxygène, et la nuit où il n'y a plus, où par hasard il n'y a ni vent ni lumière, c'est la pile à combustible qui prend le relais. Ce ne sont pas des installations très lourdes. Je l'ai vu à l'échelle domestique. Je suis allé voir. Et j'ai amené des centaines de personnes voir ces choses-là. Je les ai amenées en Autriche, je les ai amenées en Allemagne. Et on a vu, on a cru. Et ces dispositifs-là ne sont pas mis en place par l'État, ils sont mis en place par les particuliers et mis en place par les collectivités locales. L'année dernière, 52%, je dis bien 52%, de toute l'énergie alternative installée en Allemagne a été le fait de coopératives locales de gens qui se sont associés pour gérer ensemble leurs problèmes. Ça change tout. Ça change leur regard. C'est eux qui bénéficient des retombées financières. Donc il y a beaucoup moins de réticence. C'est ça le changement. Dans tous les domaines, il y a des alternatives. Et si l'intelligence de l'humanité est mise au service de ces alternatives, on peut espérer. Jean-Claude, peut-être qu'on pourrait généraliser la discussion, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous entend pas du tout de ce bout de la salle. Jean-Claude, c'est Laurent, là, je suis ici. Ah, là. pardon. Je pense que je voudrais intervenir un peu en réponse à la question qui a été posée tout à l'heure. Ta réponse est importante, mais finalement, ce n'était pas l'homme par rapport au changement. Effectivement, tu as basé ton intervention vraiment sur l'équilibre et sur la Terre, et je trouve que tu as totalement raison d'avoir insisté sur ce qu'on peut faire. Mais par rapport à la question qui est là-bas, il y a une partie que tu n'as pas énormément développée, c'est la partie climat, changement du climat et conséquences du changement du climat. Le changement du climat, c'est l'activité de l'homme qui l'a créé, et les conséquences, ça sera sur l'homme. Quand on a en ce moment les cyclones qui s'additionnent sur les côtes de Chine et sur les côtes américaines, le jour où il y aura le premier cyclone qui va débarquer sur nos côtes et qui va monter de 2 mètres le niveau de l'eau dans le golfe du Morbihan, à l'Orient et ailleurs, si ça tombe au moment des grandes marées de printemps, vous verrez l'effet sur l'homme ici. Vous voyez les effets sur l'homme sur la côte d'Afrique, partout, les migrations, une grande partie, c'est lié à ce changement climatique. Donc là, c'est l'homme par rapport à l'homme. Hélas, l'homme, en faisant tout ce qu'il a fait à partir des 30 Glorieuses, et même un peu avant, il a aussi esquinté l'ensemble de la Terre, mais il a d'abord esquinté l'homme. Et si on se bagarre pour rétablir, pour un nouvel équilibre, et pour que les gens se mobilisent pour un nouvel équilibre, c'est d'abord aussi pour soulever l'humanité. C'est une partie que tu n'as pas pu développer parce que tu ne peux pas parler de tout, mais c'est fondamental dans la philosophie générale. C'est évident que l'homme est au cœur de ça. Absolument. Et tu as raison, je te remercie d'apporter ces précisions. L'exhaussement du niveau de la mer, bon, ici en Bretagne, ça aura des impacts, mais ce n'est pas une catastrophe absolue. Mais pensons par exemple les terres basses du golfe du Bengale. Exactement. Déjà, une partie des terres du golfe du Bengale sont submergées, et le fait de recevoir ne serait-ce que quelques jours par an de l'eau salée les bloque pour toute l'année. On a également le problème du captage aujourd'hui des fleuves, tous les grands fleuves nourriciers de l'humanité qui descendent de l'Everest. Le Brahmaputra, le Gange, l'Indus, le Mekong,
qui sont l'objet de barrages, etc., qui viennent bouleverser complètement l'ordre des choses et les productions agricoles de base. On met en œuvre des processus dont on ne maîtrise pas toutes les conséquences, c'est évident. Oui? Non, excusez-moi, j'avais une... Je ne suis absolument pas d'accord que l'homme est la principale victime des dégâts qu'il fait sur la planète. Les principales victimes, ce sont d'abord les végétaux et les animaux, oui, et les autres animaux. Les hommes, à la limite, ils n'ont qu'à régler le problème entre eux. Tandis que les animaux, nous les avons vaincus tout le temps. Vous nous avez montré des photos d'animaux, mais c'était quoi? Des papillons, des abeilles. Mais les ovins, les caprins, les équins, où sont-ils en ce moment? Qu'est-ce qu'on en fait? Et la paix sur la Terre, c'est ça. C'est arrêter la guerre que l'on fait aux animaux. Or moi, j'ai bien aimé les réactions de défense des intérêts de certains qui remettaient en cause une des petites solutions que vous proposiez. Et moi, je pose quand même cette question fondamentale. Ou bien on fait de l'environnementalisme et nous ne changerons rien à cette planète, car il y aura toujours des intérêts particuliers humains qui seront prioritaires. Ou bien nous faisons de la véritable écologie, et la véritable écologie, elle met les humains dans le grand troupeau à gérer. C'est-à-dire qu'elle ne le met pas au-dessus. Ça, c'est une question fondamentale dans notre perception de la planète et des autres animaux. Nous ne ferons pas la paix sur Terre tant que nous ne ferons pas la paix aux animaux. Alors, je crois, écoutez, je vous comprends tout à fait, mais j'ai pas parlé de l'ensemble du règne animal, mais on sait bien qu'il y a une solidarité de fait entre l'abeille, le ver de terre et les papillons et le reste du vivant. On ne peut pas séparer le vivant. On ne peut pas. C'est évident. Et j'aurais pu parler du massacre des dauphins, j'aurais pu parler de la disparition des grands primates, dont on attend à apprendre peut-être, etc., etc. Tout se tient. Et par contre, lorsque je dis qu'il faut faire appel à toutes les forces éthiques, morales et spirituelles, c'est cela que ça sous-entend. L'homme n'a pas le pouvoir de tout mettre, j'allais dire, à sa botte, je devrais dire, en fonction de ses caprices momentanés. Et ben voilà. Oui, mais c'est à nous, citoyens, de réagir. Et chacun peut, de mille et une façons, à sa manière, peser sur le cours des choses. Mais peut-être qu'il y a d'autres... Oui, j'avais une petite remarque sur ce sujet-là. L'homme n'est qu'une pièce du puzzle d'un écosystème global. Et tout ce que nous faisons aux espèces végétales et animales que nous faisons disparaître, c'est tout un génie génétique de la vie que nous faisons disparaître. Et on l'a vu dans le passé, que ce soit pour nous nourrir, que ce soit pour nous soigner, ce génie génétique, on en aura besoin si on veut survivre. À part ça, je voulais raconter une anecdote. Dans ma carrière, je suis passé à la DRAF, Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, en 92. J'étais en Bretagne, à Rennes, et là, il y avait pour l'agriculture, un beau modèle dominant où il y avait pas mal d'intrants. Et à l'époque, c'était aussi où l'Europe a voulu mettre les premières aides à l'agriculture biologique, et un syndicat, disons, dominant s'est opposé à l'époque, a essayé de s'opposer à la mise en œuvre de cette aide. Depuis, heureusement, ça a changé. Un dernier point que je voulais soulever, c'est que, hélas, il ne faut jamais se résigner. Donc, on n'a pas beaucoup d'armes. On a, par rapport à des gens qu'il faudra un jour juger, comme Donald Trump et autres, il y a eu Nuremberg qui a été un procès contre l'humanité, et d'autres actuellement, chefs d'État, sont en train de faire des crimes contre l'humanité, et il faudra faire un grand procès aussi. Voilà.
Et pour tout cela, il nous faut de l'argent et il faut vraiment qu'on se batte pour que la taxe Tobin, sur ce modèle financier complètement délirant, soit mise en place pour que soient dégagés très vite des moyens financiers pour sauver la planète. Non, mais on sait bien que le pouvoir de l'argent, c'est un grand corrupteur, n'est-ce pas? Mais tous les jours, 10 fois par jour, on nous donne le cours de la bourse. Si on nous donnait tous les jours, 10 fois par jour, les impacts du système technicien sur la planète, peut-être que notre conscience serait aussi plus élevée qu'elle ne l'est. Et c'est à nous qu'il appartient de faire l'information, de nous regrouper en association. Regardez toutes les victoires. Vous savez, quand on traverse la Bretagne, Henri Girard pourrait vous le dire comme moi, nous qui nous sommes battus pour l'eau, pour les fontaines, pour des ruisseaux, pour des rivières. Eh bien, aujourd'hui, quand on traverse la Bretagne, on se dit quand même qu'on a gagné. On ne veut pas faire de triomphalisme, on sait très bien qu'on a perdu sur bien des plans, mais dans les années 70, il était question d'ouvrir des mines d'uranium dans la vallée du Scorff. Oui, il y a de l'uranium dans le sous-sol de Pont-Calec. Et je me souviens encore entendre le sous-préfet de Lorient me dire « Mais monsieur Pierre, vos arguments ne tiennent pas par rapport aux intérêts supérieurs de l'État. » Et je lui disais que lui, sous-préfet, n'était qu'un missi-dominicide d'un pouvoir central qui ne comprenait rien à la mentalité bretonne et qu'il allait voir ce qu'il allait voir. On s'est mobilisé et de proche en proche, des institutions comme la Chambre d'agriculture qui était indifférente au combat au départ, quand ils ont pris conscience que si le label, en quelque sorte, nucléaire planait sur tous les produits agricoles de la vallée du Scorff, ils auraient peut-être du mal à les commercialiser demain. Et les agriculteurs ont très bien compris l'intérêt qu'ils avaient à rejoindre le combat des environnementalistes. Il n'y a pas eu de mine d'uranium dans la vallée du Scorff. Il devait y avoir un barrage de 20 millions de mètres cubes aux sources du Scorff. On s'est battu contre. La ville de Lorient a engagé, pour contrebalancer la perte du barrage, un programme d'économie d'eau qui a permis de réduire dans des conditions considérables, je n'ai pas le temps de vous livrer ça ce soir, mais la ville de Lorient a réduit ses consommations d'eau de manière significative, alors que les bâtiments publics ont augmenté par un programme d'économie. On peut économiser 30, 40, 50% de l'eau que nous consommons. Aujourd'hui, en Autriche, par exemple, dans le Vorarlberg dont je vous ai parlé, on ne construit plus une maison qui soit au-dessus de 15 kWh en mètre carré. Pour tous ceux qui connaissent un peu les problèmes, ils vous diront quelle avancée extraordinaire ça représente. Et c'est possible. Pourquoi c'est possible là-bas et pas possible chez nous? Ils sont aux normes passives partout. Partout. Et c'est l'ensemble des architectes qui ont été formés. Le Land de cet État d'Autriche a créé un ministère du futur. C'est formidable. Et a fait en sorte que tous les corps constitués, toutes les associations, toutes les forces, j'allais dire, morales, spirituelles, se joignent à ce combat pour changer les procédures. Cette région, qui était l'une des plus pauvres, a reçu le prix européen pour ses initiatives, le prix européen du futur. On ne le sait pas, on ne le dit pas chez nous. Il y a plein d'exemples positifs qui se passent, plein. D'autres questions? Oui. Merci. Comment dire, bon, moi je suis aussi contre l'ouverture de mines en Bretagne. Et il y a des collectifs qui s'opposent à ces projets-là actuellement. Mais en même temps,
Je ne suis pas pour que ça se passe ailleurs. C'est ça le problème. Alors qu'en Chine, bon, là je suppose que dans la salle, il y a plein de gens qui ont des iPhones, il y a des métaux rares dedans, et il faudra de plus en plus de métaux rares. Et donc actuellement en Chine, il y a des carrières à ciel ouvert gigantesques, qui brassent des millions de tonnes de terre pour extraire un petit peu de métaux rares, pour le progrès technologique, etc. Alors, est-ce qu'on est prêt à renoncer à un certain nombre de choses? Oui. C'est ça aussi la question. Et une autre mine que j'estime totalement inutile, c'est la montagne d'or en Guyane, qui est absolument scandaleuse. On va détruire la forêt, on va exploiter encore, remuer des millions de tonnes de terre pour extraire un petit peu d'or. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment urgent? Est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut... voilà. C'est une question quand même éminemment politique. Bon, alors là, je pense que tout le monde est d'accord avec ce que vous dites et se rallie à vos propos. On a tous à repenser notre pratique et nos comportements. On a à se remettre en question. Cette société de consommation, elle nous a conditionnés et il faut nous libérer un petit peu des habitudes que nous avons prises. Le problème posé par l'obsolescence programmée, par exemple, c'est ce que vous évoquez. On change les produits en permanence et que ça entraîne un gaspillage effronté. C'est aussi nous qui avons à peser. Et il faut qu'on organise des mouvements associatifs à la hauteur de ces événements. Je reviens sur les combats qu'on a gagnés. S'il n'y avait pas eu des gens à se mobiliser contre le projet de centrale nucléaire à Erdevenne, il y aurait une centrale à Erdevenne. S'il n'y avait pas eu des gens à se mobiliser à Plogoff, il y aurait une centrale à Plogoff. Après, le projet a été transposé dans le Nord Finistère à Saint-Jean-du-Doigt. Les gens se sont battus. Et ainsi de suite. Partout, il y a des combats que nous avons remportés parce qu'on s'est mobilisé. Et donc, je pense aujourd'hui que les gens peuvent se mobiliser encore pour modifier les orientations qui sont données à cette société de consommation. Tous les jours. Oui. Je vous ai repéré. Si la personne, d'abord merci pour cette piqûre de rappel d'écologie et de responsabilité de l'homme. Et je voulais quand même faire quelques remarques parce que vous citez ponctuellement des démarches, des initiatives qui sont dans des pays bien particuliers. Vous parlez du Vorarlberg. Le Vorarlberg, ce n'est pas le désert de Tananarive, ce n'est pas l'Afrique, c'est un pays où il pleut beaucoup, où on peut faire du soleil, on peut faire du vent, et on peut faire de l'eau. Effectivement, avec tout ça, on peut faire de l'énergie. C'est très ponctuel. Quand vous dites on a gagné en Bretagne, on n'a pas eu de barrage, on n'a pas eu de centrale atomique. Pourquoi vous diabolisez la centrale atomique? C'est la seule énergie qui ne donne pas de CO2. Ah oui? C'est l'énergie qui donne le moins de CO2 au monde. Bon, écoutez... Non, mais j'ai pas fini, monsieur, excusez-moi. Non, mais je ne voudrais pas engager une polémique sur le nucléaire. Il ne s'agit pas de polémique. C'est pas de polémique. Vous dites, on a gagné. Vous dites, c'est bien, on n'a pas eu de centrale atomique. D'accord, oui. Peut-être, mais est-ce que c'est un bon combat? Oui. Le charbon, actuellement, la consommation de charbon mondiale est en augmentation en permanence. C'est du CO2 qui est dégagé tous les jours en plus. Une centrale atomique ne dégage pas de CO2. Un barrage ne dégage pas de CO2. Si on avait eu un barrage en Bretagne, peut-être qu'on aurait eu une vallée qui était sous l'eau, d'accord? On aurait peut-être eu de l'électricité propre. Il ne faut pas tout confondre. Merci, vous avez fait une belle courbe qui commençait en 1851, en disant, à partir de là, le taux de CO2 augmente, donc la température, vous avez dit, donc la température terrestre augmente. Monsieur, il y a 400 ans, il y a 500 ans, le Groenland était vert. Quand les Vikings l'ont trouvé,
il était recouvert de verdure, il n'y avait pas un poil de glace. Oui. Ça veut dire qu'il y a des cycles terrestres. J'ai pas fini. Mais monsieur, je n'ai pas fini. Vous semblez complètement ignorer les cycles terrestres naturels qui existent sur des millénaires, sur des centaines de milliers d'années, qui sont indépendants de l'homme. Alors, quelle est la part de la température, de l'augmentation de température de l'homme? On n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'on pollue. L'accent devrait être beaucoup plus sur la pollution chimique, la pollution en général, mais dire qu'on augmente la température, c'est très orgueilleux, on n'en sait rien. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. On ne sait absolument pas l'importance de l'augmentation de température par les hommes par rapport au cycle terrestre. C'est pas mesuré. On constate, mais c'est pas mesuré. C'est facile de dire que depuis 1851, on chauffe plus, parce que les statistiques commencent en 1851. Si on commençait en 1600, en 1400, il y a 3 millions d'années, on verrait des cycles naturels. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne, les cycles terrestres, et on est très orgueilleux en disant on pollue la température. Bon. Donc il faut être prudent, c'est tout ce que je veux dire. Et il faut plutôt... Eh ben, vous pouvez faire ou. Quand on est ignorant, on peut faire ou, excusez-moi. L'accent doit être mis sur la pollution. Ça, c'est très grave, la pollution. Pollution de l'eau, pollution des forêts, pollution de la terre. Non, je suis absolument navré et je ne m'attendais pas à ce qui est un débat de climato-sceptique aujourd'hui. J'ai bien précisé que je n'étais pas un scientifique. Je ne sais pas si monsieur l'est, mais je m'aperçois que la communauté scientifique mondiale, dans son ensemble, aujourd'hui, a admis ce phénomène et que toutes les mesures qui sont prises confirment. Il y a là un spécialiste de ces questions qui pourrait bien mieux que moi vous montrer la rigueur qui entoure aujourd'hui toute cette recherche sur le climat. Et c'est vrai qu'on peut nier, M. Trump aussi nie le changement climatique avec les motivations que vous savez. Je ne sais pas quelles sont les vôtres. En tout cas, moi, je ne défends rien, je n'ai pas d'intérêt, je ne suis pas engagé dans un parti. Je vous fais part de mes réflexions. J'ai bien dit comment j'étais rentré en écologie, parce que je n'ai pas supporté de voir que pour des problèmes financiers, on sacrifiait le vivant. Jean-Claude, je trouve que vraiment on doit te féliciter pour le travail que tu fais et que tu as fait. Au point de vue climatique, ce que je veux simplement dire, effectivement, moi j'ai passé 50 ans de ma vie, toute ma carrière de recherche, comme spécialiste du changement climatique. J'ai commencé à travailler sur le changement climatique en 70 et entendre les stupidités à la Trump qui continuent à sortir après des allègres qui, simplement parce qu'ils voulaient vendre du pétrole et ses étudiants, inventer des choses fausses pour bloquer une évolution de la société qui est absolument indispensable et urgente, parce que tous les jours, on voit des gens qui meurent à cause de ces changements climatiques, et ça va s'accentuer, hélas, de plus en plus. On a 10 ou 20 ans à réagir. On est très nombreux à essayer de se mobiliser, parce que c'est une crise qui se rajoute à la crise écologique, à autre, qui va rendre tout le système beaucoup plus compliqué. Ça fait des challenges qui sont formidables pour nos jeunes. En fait, les jeunes se peuvent dire, on peut changer quelque chose, et c'est important dans le message de Jean-Claude, c'est que on peut changer les choses. Et pour les jeunes, c'est un avenir formidable devant eux. C'est pas faire le train-train des sciences d'avant, c'est réinventer un futur. Et ça, pour ça, on peut être ambitieux, on peut y aller, mais si on n'y va pas, c'est des millions de morts. Et une partie des responsables de ces millions de morts, c'est des gens comme vous qui freinent les politiques, qui freinent les investissements et qui fait que non, on va pas changer parce que quand même, on n'est pas sûr. C'est pas vrai, on est totalement sûr. Les satellites, depuis 1980, on commence à avoir des satellites qui mesurent tous les changements de température de la Terre. On comprend tous les phénomènes physiques. On est capable de... maintenant, les modèles climatiques marchent très, très bien. Il y a des incertitudes, bien sûr, mais ces incertitudes, c'est dû à des phénomènes, ces rétroactions dont a parlé Jean-Claude, qui
elles ne sont pas toutes encore complètement comprises. Est-ce que quand l'Arctique pergélisol fondra, quelle sera la part du méthane ou du CO2 ? Ça fait partie des incertitudes. Mais le système lui-même, on le comprend très bien. Et on ne peut plus nier le changement climatique. Personne ne peut le nier. Et toutes les données le montrent. Et tous les spécialistes le savent. Quand vous regardez une télévision, vous dites « elle marche ». Ah bah tiens, on a inventé la télévision et elle marche. Vous avez confiance dans les scientifiques qui ont inventé la télévision. Ben, c'est les mêmes types de scientifiques qui connaissent la physique, qui connaissent tout, qui disent, et vous devez les croire, le changement climatique est en route. Quand on a commencé à changer l'effet de serre, effectivement, il y a 100 000 ans, il faisait en gros le climat de maintenant. C'était dû simplement aux petites oscillations de la Terre par rapport au Soleil. Oui, il y a des variations de changement climatique naturel, bien sûr, mais ces changements naturels, on a rajouté quelque chose en plus. On était en train de revenir sur l'histoire du climat tel qu'on le décrivait justement dans les années 60-70. À l'époque, moi, j'ai commencé à faire mes recherches. J'étais payé par les pétroliers et les charbonniers parce que tout le monde pensait qu'on allait vers une période glaciaire. Parce que la Terre est en train légèrement d'osciller et on allait vers une période glaciaire. On était dans ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. Les glaciers descendaient des montagnes. Et en fait, à partir des années 80, on s'est aperçu que l'effet de serre, qui était connu depuis plus d'un siècle, avait renversé le système. En fait, on commençait à se réchauffer. Les premiers papiers qui sont sortis là-dessus, c'est 74. 84, c'est la prise de conscience par l'ensemble des scientifiques. 94, c'est la prise de conscience par les politiques. Ça a été après, effectivement, le prix Nobel de Gore. Il a été partagé avec l'organisme dont j'ai fait partie, qui est le GIEC. Pourquoi ? Parce que la paix, derrière... Il ne faut pas oublier que, par exemple, tous les événements qui viennent en ce moment de Syrie et d'ailleurs sont nés des problèmes climatiques qu'il y a eu dans toute la Corne d'Afrique. Tous les gens qui viennent d'Érythrée et autres, qui crèvent de faim et qui sont à nos portes, c'est les gens qui ont, parce qu'ils n'ont pas assez de bouffer, parce que leur système agricole a été détruit par le changement climatique. Hélas, dans 20 ans, 30 ans, on va voir la cône du Nil qui va commencer à se sursaler à cause de la montée du niveau de la mer. Ben là, c'est des millions d'Égyptiens. Où est-ce qu'ils pourront aller ailleurs qu'en Europe ? Comme l'Afrique, comme l'Espagne à ce moment-là, et l'Italie sera elle aussi frappée par le changement climatique, c'est tout le tour méditerranéen qui sera frappé, mais ils viendront tous ces millions cogner à la porte de la Bretagne, parce qu'effectivement, la Bretagne sera favorisée. Qu'est-ce qu'on fera avec des millions de personnes qui cognent ? Est-ce qu'on va construire un mur autour de la Bretagne ? Ça ne tiendra pas avec des millions de personnes. Les dangers, si on ne fait pas les choses maintenant, c'est les guerres, c'est un enfer pour nos gosses. Il faut vraiment se mobiliser. Je m'excuse, Jean-Claude, d'avoir parlé un peu fort. Je suis énervé parce que on n'a pas le temps maintenant de traîner. On est exactement comme dans les années 42. Il y a les gens au départ, on faisait 40, la guerre et tout ça, on n'a rien compris à ce qui nous est arrivé. La plupart des gens étaient passifs, on ne pouvait rien faire. Et puis en 42, on a commencé à se dire, il y a des résistants qui sont commencés à se remobiliser. Ceux de 40 ont été rejoints par d'autres. Et on a commencé à dire, on peut peut-être faire quelque chose. Et puis il y a eu les événements internationaux qui fait que ça s'est renversé. En 3 ans, le nazisme, Hitler, tout ça, ça a disparu. On a gagné une guerre. Mais ce qu'on demande, nous, c'est une mobilisation comme ça, maintenant, pour gagner la guerre face à la destruction de la Terre que nous connaissons. La Terre, elle va continuer. La vie, quand on dit la vie va s'arrêter, c'est pas vrai. Il y a eu des catastrophes terribles dans l'histoire de la Terre, des grandes extinctions. 95% ou 90% de la vie sur Terre a disparu. La vie a redémarré. Parce qu'on ne détruit pas les bactéries, on ne détruit pas les virus, on ne détruit pas un tas de trucs. Mais ce n'est pas une vie qui permettra aux hommes d'être heureux. Ce n'est pas une vie qui permettra aux animaux supérieurs d'être heureux. En gros, les mammifères sont tout aussi condamnés que les hommes si on continue à aller dans la voie où on va. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, je te remercie, c'est bien. Mais... Si on est climato-sceptique, il n'y a pas de raison non plus de ne pas mettre en doute l'érosion de la biodiversité. Et l'érosion de la biodiversité, on est capable tous, on a tous vécu dans un monde, moi je vivais dans un monde rural, où les rivières étaient d'une richesse qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. On a vraiment du mal à imaginer que quand on avait... les vairons, c'était des milliers de vairons dans la rivière. Aujourd'hui, pour les retrouver, je vous assure qu'il faut beaucoup de peine. Bon. Bah, oui, mais... Cette raréfaction du vivant, c'est un des 2 phénomènes avec le climat qu'il nous faut prendre à bras-le-corps. Et les problèmes sont liés. Il est évident que si on subordonne tout aux lois
de la bourse, on n'y arrivera jamais. Donc il faut que les citoyens se mobilisent. Et on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Mais il y a quand même un certain nombre de principes qu'aujourd'hui, 80% des richesses de la planète appartiennent ou sont consommées par 20% de l'humanité. Ça ne peut pas durer. Dans un monde où tout se voit et où tout se sait, l'exacerbation des inégalités est une source de violence. Et la violence de demain n'aura rien à voir avec la violence d'hier, compte tenu des moyens technologiques que les hommes possèdent. Exactement. Exactement. Voilà. Merci. J'ai essayé de me mettre à la place de la Terre, Gaïa, qui vient dire aux hommes tout ce qu'elle a sur le cœur. Et comme, ma foi, je n'ai pas d'autorité particulière, un certain nombre de philosophes et de scientifiques corroborent mes propos. Là. Voilà, je vous montre ça au passage. Merci, bonne soirée et au plaisir de vous revoir.